Prends la chambre d'amis, m'a dit mon mari quand sa sœur enceinte et son mari sont arrivés à l'improviste, ou déménage. Sa sœur a même ajouté avec un sourire en coin. Ce serait super si tu étais parti d'ici le week-end. Alors, je suis parti. Mais quelques jours plus tard, ce sourire s'est effacé et la panique a pris le dessus. Elle ment, maman. S'il te plaît, dis-moi qu'elle ment. Fais tes valises et prends la chambre d'amis d'ici ce soir ou pars, tout simplement. C'est ton choix. Mon mari, Julien, a prononcé ces mots tout en étalant du fromage à la crème sur son bagel matinal, comme s'il commentait la météo plutôt que de mettre fin à nos 7 ans de mariage. Derrière lui, sa sœur enceinte, Gabriella, se tenait à l'entrée de ma cuisine, une main sur son ventre arrondi, mesurant déjà du regard mes plans de travail en granit. En fait, ajouta-t-elle avec un sourire de requin, ce serait génial si tu étais parti d'ici le week-end. On doit commencer à préparer la chambre du bébé. Le contrat pharmaceutique que j'examinais m'a glissé des doigts. 22 millions de dollars d'honoraires de conseil se sont éparpillés sur le sol en marbre italien. Je suis resté là, dans mon bureau à domicile, portant encore mes lunettes de lecture, essayant de comprendre ce qui ne pouvait pas être réel. Ce Penthouse, avec ses baies vitrées donnant sur Central Park, représentait 15 ans de journée de 16 heures, d'anniversaires manqués et de week-ends sacrifiés. Chaque mètre carré avait été payé avec ma sueur, mon esprit stratégique. Ma capacité à résoudre des problèmes qui empêchaient les dirigeants d'entreprise de dormir. Excuse-moi. Les mots sont sortis d'une voix stable, ce qui m'a surprise. À l'intérieur, ma poitrine semblait vide, comme si quelqu'un avait tout retiré de vital pour ne laisser qu'une chambre d'écho. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, si vous avez déjà été sous-estimé, ou mis de côté par une famille qui pensait mieux savoir, veuillez envisager de vous abonner. Votre soutien aide à partager ces histoires importantes sur l'affirmation de soi. Julien n'a même pas levé les yeux de la préparation de son bagel. Gabriella et Leonardo ont besoin de stabilité pendant la grossesse. La chambre principale a l'espace dont ils ont besoin, et la salle de bain attenante est essentielle pour ces nausées matinales. Il parlait avec le ton assuré de quelqu'un qui avait répété ces lignes, probablement pendant que j'étais à la réunion du conseil d'administration d'hier qui a duré jusqu'à minuit. À 42 ans, j'avais construit quelque chose que la plupart des femmes de la génération de ma mère n'auraient même pas pu rêver. Le Whitmore Consulting Group employait 12 personnes qui dépendaient de mon leadership, de ma vision, de ma capacité à naviguer dans les restructurations d'entreprises avec une précision chirurgicale. Ce matin même, j'avais appelé ma mère en Ohio pour lui annoncer la nouvelle du contrat pharmaceutique. Sa voix s'était gonflée de fierté alors qu'elle le racontait à sa voisine, Margaret. Je pouvais l'entendre en arrière-plan. Ma Rosalie dirige sa propre entreprise, 12 employés. Margaret, qui croyait encore que les femmes devaient se concentrer sur le soutien de la carrière de leur mari, était restée silencieuse à cette nouvelle. Maintenant, je me tenais dans la cuisine que j'avais rénovée avec du marbre norvégien et des appareils allemands, regardant mon mari, l'homme que j'avais soutenu pendant ses examens de licence d'architecte, dont j'avais remboursé les prêts étudiants, dont j'avais fait avancer la carrière grâce à mes relations d'affaires, m'expulser nonchalamment de ma propre vie. Julien. J'ai posé ma tasse de café avec précaution, la porcelaine Hermès produisant un clic précis contre le comptoir. C'est ma maison. Je suis propriétaire de ce Penthouse. Nous sommes mariés, a-t-il répondu, rencontrant enfin mon regard avec le calcul froid de quelqu'un qui détient une main gagnante. Ce qui en fait notre maison, et les besoins de la famille passent en premier. Gabriella s'est avancée davantage dans la cuisine, ses doigts caressant mes placards sur mesure. Ce sera parfait pour ranger les petits pots de bébé, murmura-t-elle pour elle-même, m'effaçant déjà de l'espace. Son mari, Leonardo, est apparu derrière elle, transportant 2 valises, son chignon d'homme captant la lumière du matin. Il m'a fait le genre de signe de tête qu'on ferait à un employé d'hôtel, poli mais dédaigneux. J'ai la présentation Henderson à 15 heures, ai-je dit, ma voix semblant déconnectée de mon corps. Tout le conseil d'administration sera là. Nous restructurons toute leur chaîne d'approvisionnement asiatique. Alors tu ferais mieux de faire tes valises rapidement, a gazouillé Gabriella, sa main faisant ces mouvements circulaires sur son ventre que les femmes enceintes semblaient programmées pour faire. Nous devons nous installer avant mon rendez-vous chez le médecin à 14 heures. L'absurdité de la situation m'a submergé. Ce matin, je m'étais réveillé en tant que Rosalie Whitmore, unique propriétaire d'un Penthouse de 5 millions de dollars, une femme présentée dans l'article de Forbes du mois dernier sur les femmes entrepreneurs qui bouleversent les modèles de conseil traditionnels.
Maintenant, on me demandait de faire mes valises comme une étudiante expulsée de sa résidence universitaire. Julien était retourné à la préparation de son petit déjeuner, ajoutant des tranches de tomates avec la concentration d'un chirurgien. C'était le même homme qui s'était tenu à l'hôtel de notre mariage, promettant de m'honorer et de me chérir, qui avait célébré avec du champagne quand j'avais décroché mon premier client à $1 million, qui m'avait fait l'amour dans cette même cuisine la semaine dernière. Preston et associés t'ont encore refusé le poste d'associé, n'est-ce pas? Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Sa mâchoire s'est crispée. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça avait tout à voir avec ça. Pendant 3 ans, Julien avait vu de plus jeunes architectes le dépasser. Il avait assisté à des fêtes de fin d'année où les conjoints posaient des questions sur mon entreprise d'abord et son travail ensuite. Il avait souri pendant des dîners où les femmes de ses collègues s'extasiaient sur mon article dans ce magazine d'affaires pendant qu'il sirotait son whisky en silence. Madame Whitmore. Gabriella avait pris l'habitude de m'appeler par mon titre officiel récemment, bien que nous soyons de la même famille. Les déménageurs auront besoin d'accéder au placard de la chambre principale. Pourriez-vous laisser vos clés? Des déménageurs. Ils avaient organisé des déménageurs avant même de me le dire. J'ai regardé les pages du contrat éparpillées sur le sol. Chacune représentait la sécurité pour mes employés, la croissance pour mon entreprise, la validation de chaque risque que j'avais jamais pris. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon assistant. L'équipe de Goldman a confirmé pour 15 heures. Ils sont enthousiastes à propos de la proposition de partenariat. J'ai des réunions, ai-je dit, sans savoir à qui je m'adressais. J'ai des obligations. Annulez, a suggéré Julien, en mordant dans son bagel parfaitement préparé. Où travaille depuis un hôtel. Tu adores les hôtels, tu te souviens? Tous ces voyages d'affaires. L'accusation était là, tacite mais claire. Toutes ces nuits à construire mon empire au lieu de jouer l'épouse dévouée. Toutes ces conférences, dîners de clients et sessions de stratégie qui avaient payé pour ce pantouse, son Audi, le style de vie auquel il s'était habitué. Leonardo avait commencé à mesurer le salon avec l'application de son téléphone, calculant probablement où leurs meubles iraient. Mes meubles, mes pièces soigneusement sélectionnées dans des galeries et des ventes de succession. Chacune était une petite victoire, une preuve tangible de mon succès. La chambre d'amis, a commencé Julien, est un placard avec un lit escamotable, ai-je terminé. C'est temporaire, m'a-t-il assuré, bien que ses yeux suggèrent le contraire. Juste le temps qu'il s'installe. Gabriella a ri, un son cristallin qui m'a donné la chair de poule. Oh, Julien, arrête de faire semblant. Nous savons tous que c'est mieux pour tout le monde. Rosalie travaille tout le temps de toute façon. Elle utilise à peine cet endroit. À peine utilise cet endroit. La maison où j'avais installé une bibliothèque de premières éditions, où j'avais créé un sanctuaire contre le monde brutal de l'entreprise, où je pensais construire une vie avec quelqu'un qui me valorisait plus qu'un simple compte en banque pratique. Mon téléphone a sonné. Le nom de Marcus Thornfield est apparu à l'écran. Le PDG de Singapour, qui me courtisait depuis 6 mois avec une offre qui triplerait mon revenu actuel. Je l'avais refusé 3 fois parce que Julien m'avait supplié de rester à New York. Il avait promis que nous étions partenaires, avait juré que notre vie ici signifiait tout pour lui. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, bien que quelque chose dans ma poitrine ait bougé comme des plaques tectoniques se réalignant avant un tremblement de terre. Le silence qui a suivi l'appel sans réponse de Marcus Thornfield s'est étendu dans la cuisine comme du vin renversé, tachant tout ce qu'il touchait. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, le poids de cette occasion manquait pesant contre ma hanche. Gabriella s'était déplacée vers les fenêtres, sa silhouette se découpant sur la lumière du matin, calculant la superficie avec la précision d'un expert immobilier. Leonardo, viens voir cette vue, a-t-elle appelé son mari, qui traînait encore des valises dans mon hall d'entrée. On pourrait mettre le parc du bébé juste ici, où le soleil du matin tape. Ma machine à café, celle que j'avais importée d'Italie après avoir conclu mon premier contrat majeur, a ensuite attiré son attention. Elle a passé ses doigts sur sa surface chromée avec la possessivité de quelqu'un qui en avait déjà revendiqué la propriété. La machine qui avait alimenté mes matinées précoces, mes sessions de stratégie tardive, mon petit rituel de contrôle dans des journées chaotiques, réduite à un autre élément de son inventaire mental. Leonardo est finalement apparu pleinement en vue, et j'ai remarqué qu'il portait une de ces chemises en lin qui criait « Je suis créatif et non conventionnel », mais qui signifiait en réalité « Je refuse de travailler dans un bureau ».
Ses cheveux étaient tirés en ce chignon ridicule, et il se déplaçait avec la confiance imméritée de quelqu'un qui n'avait jamais rien construit de ses propres mains. Cet espace a un potentiel incroyable, a-t-il annoncé comme si son évaluation comptait. Une fois que nous aurons optimisé le Feng Shui et créé un flux d'énergie approprié, ce sera parfait pour élever un enfant conscient. Un enfant conscient dans mon Pantouse que j'ai acheté avec l'argent gagné en résolvant des problèmes pour des entreprises du Fortune 500 pendant que Leonardo participait probablement à des cercles de percussion en appelant ça du réseautage. Les déménageurs seront là à midi, a dit Gabriella, non pas à moi, mais à Julien, comme si j'avais déjà cessé d'exister dans ma propre maison. J'ai pris des dispositions pour qu'ils installent immédiatement les meubles de la chambre du bébé dans la chambre principale. Des meubles de chambre de bébé? Ma voix s'est légèrement brisée. Vous avez déjà acheté des meubles de chambre de bébé. Elle s'est tournée vers moi avec cette expression patiente que les gens utilisent avec les enfants lents ou les employés difficiles. Nous planifions cela depuis des mois, Rosalie. Julien ne te l'a pas dit. Des mois. Le mot m'a frappé en pleine poitrine. Une sensation physique qui m'a fait m'agripper au comptoir pour me stabiliser. J'ai regardé Julien, cherchant sur son visage un déni, une surprise, n'importe quoi qui suggérerait que ce n'était pas la trahison que cela semblait être. Mais il était soudainement fasciné par le marc de café dans l'évier, le frottant avec la concentration de quelqu'un effectuant une intervention chirurgicale. Combien de mois? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir la réponse. Depuis que nous avons appris pour la grossesse, a fourni Leonardo avec obligeance, apparemment insensible à la tension qui crépitait dans la pièce. Il y a 7 mois, Gabriella voulait que tout soit parfait avant d'annoncer le déménagement. 7 mois de planification secrète. 7 mois où mon mari complotait avec sa sœur tout en dormant à mes côtés chaque nuit. 7 mois de mensonges enveloppés dans des matins normaux, des dîners ordinaires et des « je t'aime » de routine qui ne signifiaient rien. Montre-moi la chambre d'amis, me suis-je entendu dire, bien que les mots semblaient étrangers dans ma bouche. Ils ont souri, tous les trois, comme si j'avais enfin retrouvé la raison. Gabriella a ouvert la voie avec l'assurance d'un guide touristique, ses ballerines de créateur claquant sur mon parquet. Julien suivait, évitant toujours mon regard, tandis que Leonardo fermait la marche, tapant sur son téléphone avec l'urgence de quelqu'un ayant de vraies responsabilités. La traversée de mon couloir ressemblait à une procession funéraire. Nous sommes passés devant mon bureau, où le contrat pharmaceutique gisait encore éparpillé sur le sol. Nous sommes passés devant la bibliothèque que j'avais convertie à partir d'une chambre d'amis, remplie de premières éditions et d'exemplaires dédicacés d'auteurs que j'avais rencontrés lors de divers événements. Nous sommes passés devant la salle de bain que j'avais rénovée avec une baignoire japonaise. Mon unique folie après une année particulièrement brutale à construire l'entreprise. Nous y voilà, a annoncé Gabriella, poussant la porte de ce qui avait été autrefois notre débarras. L'espace faisait peut-être 2,5 par 3 mètres, dominé par un lit escamotable qui semblait ne pas avoir été ouvert depuis des années. L'unique fenêtre donnait sur le système de climatisation du bâtiment, une vue sur des machines et des tuyauteries industrielles grises. La moquette, mon Dieu, j'avais oublié qu'il y avait de la moquette ici, était d'un beige qui avait probablement été installé lors de la construction de l'immeuble dans les années 80. L'odeur m'a immédiatement frappé. La poussière, la vieille peinture, et autre chose. Quelque chose comme la défaite. C'est parfait pour tes besoins, a dit Gabriella, et j'ai eu envie de lui demander comment elle pouvait bien savoir quels étaient mes besoins. Un minimum de distraction pour tout ce travail que tu fais. Leonardo a passé la tête, a évalué l'espace et a hoché la tête avec approbation. Très zen. Tu pourrais vraiment créer une pratique de méditation ici. Une pratique de méditation dans une pièce qui sentait les rêves abandonnés et ressemblait à une cellule de prison avec un meilleur éclairage. La salle de bain est au bout du couloir, a finalement parlé Julien, sa voix soigneusement neutre. Tu la partageras avec les invités quand nous en aurons. Quand nous en aurons, parlant déjà en des termes qui m'excluaient de l'accueil, du concept même que ce soit ma maison. Où vais-je mettre mes vêtements, ai-je demandé, notant l'absence de placard. Il y a une armoire dans le local de rangement au sous-sol, a proposé Gabriella avec entrain. On pourrait la faire monter. Très vintage, très authentique. Je suis resté dans l'embrasure de cette pièce pathétique, mon corps bloquant leur sortie, et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi. Pas se casser. Casser implique des dommages, de la faiblesse. C'était plutôt comme une corde qu'on coupe, une attache qu'on sectionne. La partie de moi qui s'accommodait, qui faisait des compromis,
qui trouvait des excuses à l'ego de Julien et au traitement de sa famille, a tout simplement cessé d'exister. Je dois passer quelques appels, ai-je dit, en m'écartant pour les laisser passer. Bien sûr, a gazouillé Gabriela, se dirigeant déjà vers la chambre principale, ma chambre. Prends tout le temps dont tu as besoin. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Les déménageurs auront besoin d'accéder à tout. Julien est resté un instant, sentant peut-être le changement en moi, l'absence de l'épouse qui, normalement, aurait argumenté, négocié, essayé de trouver un terrain d'entente. Mais quand j'ai croisé son regard, que je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis le début de cette embuscade, il a tressailli et s'est précipité après sa sœur. Je suis resté seul dans cette pièce exiguë, écoutant leur voix venir de l'autre bout du Penthouse. Gabriela décrivait où irait le berceau, comment il devrait sécuriser les fenêtres pour le bébé, comment le dressing serait parfait pour toutes les affaires du bébé. Mon dressing, où mes vêtements étaient suspendus en rangées de couleurs coordonnées, où mes chaussures s'alignaient sur des étagères sur mesure, où j'avais installé un miroir en pied qui avait coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mon téléphone a vibré. Un email de mon assistante concernant la présentation de l'après-midi. Un autre de Goldman Sachs confirmant notre réunion. Un SMS de ma mère me demandant comment se passait ma matinée. Le monde normal continuait sa rotation tandis que le mien s'était arrêté, inversé, et commençait à tourner dans une direction entièrement différente. Je me suis approché de cette fenêtre pathétique, j'ai regardé les machines de climatisation, et j'ai pris une décision. Pas la décision émotionnelle et réactive qu'ils attendaient probablement, pas l'acceptation larmoyante qu'ils avaient chorégraphiée, mais quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui exigerait la même pensée stratégique que j'appliquais aux restructurations d'entreprise, sauf que cette fois, je restructurais ma vie entière. Le bruit de meubles déplacés résonnait depuis la chambre principale, mes meubles, ma vie réarrangée pour accommoder des gens qui me voyaient comme un inconvénient dans ma propre maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au contact de Marcus Thornfield. Mon doigt planait au-dessus du bouton d'appel alors que le rire de Gabriela parvenait du couloir. Clair, confiant, victorieux. Le rire de quelqu'un qui croyait avoir gagné, qui ne pouvait imaginer que m'expulser pourrait être la plus grande erreur de sa vie de privilégié. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du contact de Marcus Thornfield alors que le soleil du matin rampait sur l'horrible moquette de la chambre d'amis. Au lieu d'appeler, j'ai mis le téléphone de côté et j'ai pris une décision différente. Une qui allait tout changer. S'ils voulaient jouer avec ma vie, je devais comprendre les règles qu'ils avaient suivies. Le Penthouse était silencieux à 6 heures du matin. Gabriela et Leonardo ne feraient pas surface avant 10 heures. Les gens sans véritable emploi le faisaient rarement. Julien était parti pour son bureau il y a 1 heure, me picorant la joue avec la précision mécanique de quelqu'un qui coche une tâche quotidienne. Je me suis déplacé pieds nus dans ma maison, me sentant comme une intruse dans des pièces que j'avais personnellement conçues, et je me suis dirigé vers mon bureau où notre ordinateur de bureau commun attendait. Julien n'avait jamais été doué avec la technologie. Ses mots de passe étaient des variations de sa date de naissance et de notre anniversaire, des dates qui comptaient apparemment si peu pour lui qu'il trouvait approprié de les utiliser pour la sécurité. J'ai ouvert ses emails, mes doigts stables malgré la trahison que j'étais sur le point de découvrir. La boîte de réception s'est chargée et voilà, un dossier intitulé « Planification familiale ». Mon estomac s'est noué à ce nom à l'apparence innocente pour ce que je savais instinctivement être tout sauf cela. Le premier email datait de 3 mois. Gabriela avait écrit « Jules, elle ne se battra pas si nous présentons les choses correctement. Tu sais comment est Rosalie. Elle déteste les scènes. Dis-lui juste que c'est temporaire et elle acceptera. » La réponse de Julien a fait trembler mes mains. Tu as raison. Elle a plein d'argent de toute façon. L'entreprise marche si bien. Elle ne remarquera même pas l'ajustement financier. De plus, elle évite la confrontation comme la peste. On peut y arriver. Ajustement financier. Comme si j'étais un poste budgétaire à optimiser. J'ai parcouru des semaines de planification, chaque message étant une nouvelle coupure. Ils avaient discuté du moment, attendant la clôture de mon plus gros contrat pour que je sois trop occupé pour résister correctement. Ils avaient élaboré une stratégie d'approche, soudaine et décisive, ne me laissant aucun temps pour monter une défense. Gabriela avait même fait des recherches sur les lois sur les locataires, concluant qu'en tant qu'épouse de Julien, j'avais des droits minimes s'il choisissait de soutenir un membre de sa famille enceinte dans le besoin. Un message datant de 2 semaines a arrêté ma respiration. Julien avait écrit « J'ai réfléchi à la situation du trust.
Rosalie doit avoir de l'argent de famille qu'elle n'a pas mentionné. Personne ne monte une entreprise aussi vite sans capital de départ. Son père est mort il y a des années. Il devait y avoir une assurance vie. Je vais creuser. Mon téléphone a sonné, brisant le silence matinal. La photo de ma mère est apparue à l'écran. Une photo du Noël dernier, où elle portait le pull en cachemire que je lui avais envoyé, souriant à côté de son petit sapin en Ohio. « Bonjour, maman », ai-je répondu, essayant de stabiliser ma voix. « Rosalie, chérie, quelque chose d'étrange s'est passé hier. » Sa voix portait ce tremblement inquiet qui apparaissait chaque fois qu'elle sentait des ennuis. Julien m'a appelé. Il posait des questions sur la police d'assurance de ton père, voulant savoir s'il y avait des investissements dont nous ne lui avions pas parlé. La pièce a légèrement tourné. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que l'assurance de ton père a à peine couvert ses dernières factures médicales et les funérailles. Tu le sais, ma chérie. Nous avons utilisé chaque centime pour son traitement contre le cancer. Elle a fait une pause et je pouvais l'imaginer dans sa petite cuisine, serrant sa tasse de café à deux mains. Pourquoi Julien demanderait-il ça après 8 ans? Il est confus au sujet d'une planification financière. Je lui ai menti en douceur. Ne t'inquiète pas pour ça, Rosalie. Sa voix s'est aiguisée avec une intuition maternelle. Que se passe-t-il vraiment? Tu as l'air différente. Je ne pouvais pas lui dire que son gendre était en train de fouiller dans notre tragédie familiale pour de l'or inexistant. Qu'il était si certain que j'avais des richesses cachées qu'il était prêt à déranger ma mère en deuil avec des questions sur les finances de son mari décédé. Tout va bien, maman. Je dois y aller. Réunion matinale. Après avoir raccroché, je suis retourné aux emails, mais ma vision se brouillait. Pas de larmes. Celle-ci viendrait plus tard, mais de rage. Une rage pure et cristalline qui a tout rendu soudainement clair. Ils n'avaient pas seulement prévu de prendre ma maison. Ils avaient prévu d'inventorier toute ma vie à la recherche de biens qu'ils pourraient réclamer. Un nouveau message est apparu dans la boîte de réception de Julien alors que je regardais, de la part de Gabriella. Les déménageurs sont confirmés pour midi. Une fois que ces affaires seront dans la chambre d'amis, la phase 2 commencera. L'avocat de papa dit que si elle abandonne le domicile conjugal, cela renforce la position de G pour le partage des biens. Partage des biens. Il préparait un divorce que je n'avais même pas envisagé, me positionnant comme celle qui avait abandonné le mariage en quittant la maison dont il me forçait à partir. J'ai tout capturé en capture d'écran, envoyant les preuves à mon compte personnel avec la rigueur systématique que j'appliquais aux audits d'entreprise. Puis j'ai effacé l'historique du navigateur, les laissant penser que leur secret était en sécurité. De retour dans la chambre d'amis, j'ai ouvert mon classeur, cherchant des documents normaux, mais trouvant tout autre chose. Le dossier Thornfield International était là comme un phare. Marcus Thornfield m'avait poursuivi pendant des mois, offrant un poste qui triplerait mon revenu actuel. Directrice de la stratégie pour leur expansion asiatique, basée à Singapour, avec un package de rémunération incluant un appartement à Marina Bay et un chauffeur. J'avais décliné il y a 6 mois, assise dans cette même pièce quand ce n'était encore qu'un débarras. Pendant que Julien se tenait derrière moi, ses mains sur mes épaules, me disant combien New York comptait pour nous, comment nous construisions quelque chose de spécial ici. Notre vie est ici, Rosalie, avait-il dit. Notre avenir est ici. Notre avenir. Il parlait déjà à Gabriella de la faire emménager quand il a prononcé ces mots. La sonnette a retenti, interrompant ma spirale de révélation. Sarah se tenait à ma porte. Ma meilleure amie depuis l'université. Vêtue de sa tenue de tennis blanche et avec une expression de fureur à peine contenue. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans le penthouse. Elle s'est figée en voyant le tapis de méditation de Leonardo dans mon salon, les livres sur la grossesse de Gabriella éparpillés sur ma table basse. Mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Je savais déjà. Sarah avait des relations partout. Le country club, les comités de bienfaisance, le réseau invisible d'informations qui circulait dans les hautes sphères de Manhattan. J'étais au club hier. Gabriella tenait salon au bar à jus, racontant à qui voulait l'entendre comment elle avait finalement remis cette femme de carrière à sa place. Les mains de Sarah se sont crispées autour de sa raquette de tennis. Elle a dit que Julien méritait mieux qu'une femme qui se croyait si importante. Elle a dit que tu étais jalouse de sa grossesse et que c'est pour ça qu'il fallait t'enlever. Comme une tâche ou un inconvénient. Il y a plus, a continué Sarah,
sa voix baissant. Elle planifie ça depuis qu'elle est enceinte. 7 mois. Rosalie, elle a dit à son club de lecture, tu essaierais probablement de prétendre à une instabilité mentale due au stress du travail. Alors il devait agir vite avant que tu ne fasses une dépression qui compliquerait les choses. Je me suis affalé sur le lit escamotable, qui a gémi sous mon poids pourtant léger. Ils avaient pathologisé mon succès, instrumentalisé mon éthique de travail, et transformé mes réalisations en preuve d'instabilité. La précision de leur assassinat de caractère était presque admirable. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Sarah, s'asseyant à côté de moi. J'ai regardé le dossier Thornfield, puis mon téléphone, où les captures d'écran attendaient comme des armes chargées. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, ai-je dit, et puis je vais disparaître avec tout ce dont ils n'ont jamais su qu'ils avaient besoin. Sarah m'a serré la main avant de partir, ces derniers mots résonnant dans la chambre d'amis. Quoi que tu prévois, sois prudente. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, de l'argent, un endroit où rester, un alibi, appelle-moi. Après son départ, je suis restée assise dans cet espace exigu pendant exactement 5 minutes, m'accordant cette petite fenêtre de calme avant de me transformer en quelqu'un que Gabriella et Julien n'avaient jamais rencontré. Une stratège qui comprenait que la vengeance exigeait la même planification méticuleuse que n'importe quelle prise de contrôle d'entreprise. Cet après-midi-là, pendant que Gabriella recevait son instructeur de yoga prénatal dans mon salon et que Leonardo menait ce qu'il appelait une session de vision créative sur mon balcon, je me suis éclipsé avec mon sac d'ordinateur portable et l'excuse d'une réunion client d'urgence. Le mensonge est venu facilement. Après tout, j'avais été formé par des experts en tromperie. Mon premier arrêt fut un café à 20 pâtés de maison de là, où personne du cercle de Julien ne s'aventurerait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer ce que j'appellerai plus tard mes documents de guerre. Chaque reçu, chaque facture, chaque relevé bancaire des 7 dernières années s'est matérialisé depuis mon stockage en nuage. La rénovation de la cuisine à elle seule avait coûté 32 000 $. Plan de travail en marbre italien, appareils allemands, placards sur mesure que Gabriella remplissait maintenant de ses compléments de grossesse biologique. La documentation était massivement en ma faveur. Les meubles sur mesure du showroom de Chelsea. Les miens. Le système domotique que Julien n'a jamais su faire fonctionner, installé avec ma prime du comte Morrison. Même l'art sur les murs, des pièces que j'avais soigneusement collectionnées auprès d'artistes émergents qui sont maintenant des noms établis, tout a été acheté avec mon argent, tout est traçable via ma carte de crédit professionnelle. Mon téléphone a vibré. L'assistante de Marcus Thornfield, une femme merveilleusement efficace nommée Patricia, a parlé avec le genre de clarté qui rend les choses complexes simples. Madame Whitmore, Monsieur Thornfield voulait que je confirme votre acceptation du poste. Le contrat est prêt pour votre signature et nous pouvons organiser le début de l'intervention de l'équipe de relocalisation immédiatement. À quel point immédiatement, ai-je demandé, regardant un couple à la table voisine partager un dessert, ignorant béatement que les mariages pouvaient exploser sans avertissement. Nous pourrions vous avoir à Singapour d'ici 2 semaines. L'appartement est déjà vacant et meublé. Votre prime à la signature de 200 000 $ serait déposée à l'exécution du contrat. 200 000 $. Assez pour repartir à zéro sans regarder en arrière, sans mendier, sans faire de compromis. Envoyez le contrat, me suis-je entendu dire. Je le signerai aujourd'hui. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assise dans ma voiture dans le parking, fixant le mur de béton en face de moi. Cet immeuble où Julien et moi avions vécu pendant 5 ans ressemblait soudain à une tombe dans laquelle j'avais été enterrée vivante. Mais maintenant, je pouvais voir la lumière du jour. Je pouvais sentir la terre bouger au-dessus de moi alors que je me frayais un chemin pour sortir. Le lendemain matin, mardi, j'ai rencontré Rebecca Chin. Pas mon amie avocate, mais mon avocate attitrée, celle qui m'avait aidé à structurer mon entreprise pour la protéger exactement de ce genre de situation. Son bureau sentait les fauteuils en cuir et le vieil argent. Le genre d'endroit où les changements de vie dévastateurs étaient discutés sur un ton mesuré. Le bail du Penthouse est à votre nom uniquement, a-t-elle confirmé, étudiant les documents que j'avais apportés. Julien a insisté là-dessus, n'est-ce pas? Pour protéger ses actifs de la responsabilité de votre entreprise. Elle a souri, l'expression aussi tranchante qu'une lame. Ironique comment les choses se retournent. Vous pouvez résilier le bail avec un préavis de 60 jours ou le lui transférer s'il est financièrement qualifié. D'après ce que vous m'avez montré sur ses revenus, ce n'est pas le cas. La mission de mercredi était l'argent. Je suis arrivé à la Chase Bank à 9 h précises du matin,
où mon banquier personnel, Thomas, gérait mes comptes depuis 6 ans. Le compte joint contenait exactement 3043 $. L'argent des courses et des charges. Tout le reste, le vrai argent, se trouvait sur mes comptes professionnels que Julien ne pouvait pas toucher. Je dois fermer le compte joint et retirer Julien comme bénéficiaire de tout le reste, ai-je dit à Thomas, qui n'a même pas sourcillé. Dans son métier, il avait probablement vu toutes les versions de la destruction conjugale. Aurez-vous besoin de nouvelles cartes, a-t-il demandé, ses doigts volant déjà sur son clavier. Tout de nouveau. Nouveau numéro, nouveau mot de passe, tout. Les cartes de crédit que Julien portait. Celles qu'il utilisait pour ses déjeuners coûteux avec ses clients, son abonnement au club de golf, son abonnement mensuel au vin, toutes annulées en quelques frappes de clavier. Au moment où il essaierait de les utiliser, je serais parti et il devrait expliquer au serveur pourquoi sa carte était refusée. Jeudi a amené les déménageurs, non pas pour le déménagement réel qui viendrait plus tard, mais pour l'évaluation. Je les ai rencontrés dans un entrepôt de stockage dans le Queens où ils ont catalogué tout ce que je prévoyais de prendre. La liste était extensive et précisément légale. Chaque article photographié, chaque reçu apparié. Le coordinateur du déménagement, un ancien officier de logistique militaire nommé Marcus, a apprécié ma rigueur. Samedi matin, 8 heures précises, a-t-il confirmé. 3 camions, 20 hommes. Nous vous aurons débarrassé en 4 heures. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie comme si elle attendait près du téléphone. La conversation que je redoutais s'est transformée en toute autre chose. Je quitte Julien, ai-je dit simplement. Enfin, a-t-elle expiré, et je pouvais entendre des années de langue retenues dans ce seul mot. Cet homme ne t'a jamais mérité. Ton père ne l'a jamais aimé, il disait qu'il avait l'énergie d'une poignée de main molle. Maman, je déménage à Singapour. Le silence s'est étiré entre l'Ohio et New York. Puis, dans combien de temps? 2 semaines. Je t'envoie quelque chose par courrier express, a-t-elle dit, et je pouvais l'entendre se déplacer dans sa maison, ouvrir des tiroirs. Les perles de ta grand-mère. Elle les portait quand elle a quitté ton grand-père. Est-ce que je t'ai déjà raconté cette histoire? Elle l'a quitté en 1952 quand elle l'a surpris avec sa secrétaire. Elle a pris ses perles et ses enfants et n'a jamais regardé en arrière. Vendredi matin, le paquet est arrivé. Les perles reposaient dans leur boîte en velours comme des gouttes de clair de lune, accompagnées d'une note dans l'écriture soignée de ma mère. Porte-les à Singapour. Les nouveaux départs méritent de vieilles bénédictions. PS ton père a laissé autre chose. Regarde au fond de la boîte. Sous la doublure en velours se trouvait une fine enveloppe. À l'intérieur, un chèque de banque de 50 000 $ et une autre note. Le compte secret de ton père. Il a toujours dit que c'était pour le jour où tu déciderais enfin de t'envoler. Considère cela comme sa permission de prendre ton envol. Mon père, mort depuis 8 ans, me protégeait encore. Les larmes sont venues alors, silencieuses et régulières, alors que j'étais assise dans cette horrible chambre d'amis, serrant des perles portées par des femmes qui avaient refusé de se faire petites pour le confort de quiconque. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main, replaçant soigneusement les perles dans leur boîte en velours. Le chèque de banque semblait surréaliste dans mes mains. Mon père tendant la main par-delà la mort pour financer mon évasion. J'ai tout rangé dans mon sac d'ordinateur, le seul endroit dans cette prison où l'intimité existait encore, et je suis sorti de la chambre d'amis pour trouver Gabriella dirigeant une équipe de traiteurs dans ma cuisine. Oh, Rosalie, timing parfait, a-t-elle gazouillé, sans prendre la peine de me regarder alors qu'elle indiquait au livreur ma salle à manger. Nous organisons un petit dîner ce soir. Rien de bien sophistiqué, juste quelques collègues de Julien du cabinet. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? La question était rhétorique. Elle avait déjà disposé mon argenterie sur la table, le service que ma grand-mère m'avait offert en cadeau de mariage. Mes verres en cristal Waterford captaient la lumière de l'après-midi, arrangés avec la précision de quelqu'un qui planifiait cette performance depuis des semaines. Qui vient, ai-je demandé, bien que le mal soit déjà fait. Les Preston, les Wheeler, ce nouvel associé que Julien essaie d'impressionner. Mitchell quelque chose. Peut-être 12 personnes au total. Elle m'a enfin regardé, sa main faisant ses cercles sans fin sur son ventre. Tu te joindras à nous, n'est-ce pas? Bien que tu pourrais peut-être manger dans la cuisine. Nous sommes un peu à l'étroit. À 19 h ce soir-là, mon pantouf s'était transformé en la scène de Gabriella.
Elle flottait entre les invités dans une robe fluide qui soulignait sa grossesse tout en conservant une certaine élégance, acceptant les compliments sur sa maison avec la grâce exercée de quelqu'un qui avait répété chaque réponse. Les collègues de Julien et leurs épouses se sont regroupés dans mon salon, admirant la vue que j'avais payée, les meubles que j'avais sélectionnés, l'art que j'avais collectionné. Gabriella, cet espace est absolument magnifique. S'est exclamée Madame Preston, l'épouse de l'associé principal dont l'approbation pouvait faire ou défaire des carrières au cabinet. Tu as un goût si exquis. Merci beaucoup, a ronronné Gabriella, sa main posée sur mon buffet danois. Nous avons travaillé si dur pour le rendre parfait pour le bébé. Je me tenais dans un coin, tenant un verre de vin que je n'arrivais pas à boire, observant ce vol élaboré se dérouler en temps réel. Julien se déplaçait dans la pièce avec une confiance inhabituelle, jouant l'hôte accompli dans la maison à laquelle il n'avait rien contribué, me jetant parfois un regard qui se situait entre l'avertissement et la suffisance. « Excusez-moi. » Madame Wheeler est apparue à mon coude, sa voix basse de confusion. « Je suis désolé, mais qui êtes-vous ? Faites-vous partie de l'équipe du traiteur ? » La pièce n'est pas devenue silencieuse, mais j'ai senti le changement d'attention, le tour subtil des têtes, attendant ma réponse. Julien a commencé à se diriger vers nous, son visage se composant déjà en une explication. Mais j'ai parlé la première. Je suis Rosalie Whitmore, la femme de Julien. Je suis la propriétaire de ce Penthouse. Les sourcils de Madame Wheeler ont grimpé vers sa racine des cheveux. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai juste supposé. Gabriella semblait être. C'est une erreur facile à faire, ai-je dit, ma voix ayant juste assez de tranchant pour figer Julien en plein mouvement. Je séjourne temporairement dans la chambre d'amis pendant que Gabriella et Leonardo se préparent pour leur bébé. La confusion qui a parcouru la pièce valait presque l'humiliation. Presque. Les yeux perçants de Madame Preston se sont déplacés entre Gabriella, Julien et moi, calculant les dynamiques sociales avec la précision de quelqu'un qui avait navigué dans la société de Manhattan pendant des décennies. Quelle générosité de votre part, a-t-elle finalement dit, bien que son ton suggère qu'elle trouvait cela tout autre chose. Gabriella est alors intervenue, tout en sourire gracieux et en déviation. Rosalie a été si accommodante. Elle travaille de si longues heures de toute façon, la chambre d'amis est vraiment plus pratique pour son emploi du temps. La soirée s'est détériorée à partir de là. Je me suis retiré dans la cuisine sous prétexte de vérifier les traiteurs, mais en réalité pour échapper à la performance suffocante de ma propre effacement. C'est là que Leonardo m'a trouvé une heure plus tard, le vin rougissant ses joues et desserrant son filtre déjà minimal. « Tu sais, tu as vraiment de la chance », a-t-il bredouillé, s'appuyant contre mon réfrigérateur avec la confiance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit qu'il n'était pas le bienvenu. Gabriella voulait que tu partes complètement. Dès le premier jour, à la rue. Quelle chance pour moi, ai-je réussi à dire en le regardant vaciller légèrement. Mais Julien, homme intelligent. Il a dit, non, non, non. Leonardo a agité son doigt pour insister. Il a dit, nous avons besoin de son argent de loyer pour quelques semaines de plus, juste jusqu'au prochain cycle de primes. Puis il a fait un geste comme pour jeter des ordures. Ensuite, tu pourras partir. Les mots ont atterri exactement comme prévu. Pas comme une révélation, mais comme la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Je n'étais pas seulement remplacé. J'étais d'abord vidé financièrement, pressé jusqu'au dernier dollar avant d'être jeté. Intéressant, ai-je dit, archivant cette confession avec toutes les autres preuves que j'avais collectées. Leonardo a attrapé une bouteille de vin ouverte sur le comptoir, un Bordeaux à $200 que je gardais pour une occasion spéciale, et s'est servi un autre verre. Gabriella a tout prévu, elle l'a toujours fait. Même avant. Il s'est arrêté, réalisant soudain qu'il en disait peut-être trop. Avant quoi, ai-je demandé, mais il retournait déjà vers la fête, marmonnant qu'il devait trouver sa femme. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de sourires forcés et d'évitements stratégiques. J'ai regardé Gabriella tenir salon dans mon salon, j'ai regardé Julien accepter les félicitations pour sa belle maison, j'ai regardé ma vie être réécrite en temps réel avec moi relégué au rang de simple note de bas de page. Puis, à 22h30 précise, la main de Gabriella s'est portée à son ventre. Oh, a-t-elle haleté assez fort pour interrompre les conversations? Oh non, Julien, quelque chose ne va pas, la performance était magnifique. Julien s'est précipité à ses côtés. Les invités se sont écartés comme la mer Rouge, et en quelques minutes, ils se dirigeaient vers la porte.
Gabriella s'appuyant lourdement sur son frère tout en insistant sur le fait qu'elle ne voulait inquiéter personne. Rosalie s'occupera du nettoyage, a crié Julien par-dessus son épaule. N'est-ce pas, chérie? La porte s'est refermée sur leur urgence fabriquée, me laissant avec Leonardo, 12 invités confus et les débris d'un dîner que je n'avais pas organisé. Madame Preston s'est attardée, ses yeux vifs observant la scène avec la clarté de quelqu'un qui avait été témoin de nombreux désastres conjugaux. Soirée intéressante, a-t-elle dit prudemment, puis s'est penchée plus près. Je connaissais votre père, vous savez, avant qu'il ne décède. Il n'aurait pas toléré ça. Elle est partie avant que je puisse répondre, mais ces mots sont restés alors que je passais les 2 heures suivantes à nettoyer. Leonardo était affalé sur mon canapé, demandant périodiquement si je pouvais lui apporter de l'eau ou peut-être quelque chose à manger. Les crampes, je le savais, se résoudraient miraculeusement au moment où Julien confirmerait que j'avais tout géré. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Sarah avait envoyé une série de captures d'écran qui m'ont glacé le sang. L'Instagram privé de Gabriella, celui qu'elle pensait sécuriser, racontait une histoire différente de celle qu'il vendait. Des publications datant de plusieurs mois montraient mon pantouse. J'ai hâte d'élever notre bébé ici, daté de 2 semaines avant qu'elle n'annonce sa grossesse à Julien. Planification de la chambre du bébé dans notre nouvelle maison, datant de 6 semaines. Tellement reconnaissante que tout se met en place, datant de 3 mois. Ce n'était pas de l'opportunisme. C'était prémédité, calculé, exécuté avec la précision d'un braquage. Et j'avais été la cible depuis le début. J'ai fixé les captures d'écran de Sarah jusqu'à ce que mes yeux brûlent, l'horodatage indiquant 2h47. Leonardo ronflait maintenant sur mon canapé, son verre de vin vide renversé sur ma table basse, laissant une auréole qui m'aurait normalement fait bondir pour un sous-verre. Au lieu de ça, je l'ai laissé là, une petite rébellion, et je me suis dirigé vers la fenêtre de ma chambre. La ville scintillait en contrebas, indifférente à la dévastation silencieuse des mariages, et j'ai pris ma décision finale. Le samedi serait mon jour d'indépendance. J'ai à peine dormi, passant en revue la logistique dans mon esprit avec la précision que je réservais habituellement aux fusions de plusieurs millions de dollars. À 5 heures du matin, je me suis levé, j'ai pris une douche dans la salle de bain des invités avec sa pression d'eau inconstante, et je me suis habillé avec soin. Pantalon noir, chemisier en soie blanc, et autour de mon cou, les perles de ma grand-mère, la tenue de quelqu'un qui mène des affaires sérieuses. À 7h45, je me tenais dans le hall, regardant à travers les portes vitrées 3 grands camions tournés dans notre rue. Le portier, Robert, qui avait été témoin de 7 ans de mon mariage, m'a fait un signe de tête entendu. Grand jour, Madame Whitmore. Le plus grand, Robert, et c'est Mademoiselle Whitmore maintenant. À 8 heures précises, 20 déménageurs ont envahi l'entrée avec la précision coordonnée d'une opération militaire. Marcus, le coordinateur principal, s'est approché avec son presse-papier et une équipe de professionnels qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. J'avais fourni des plans, des photographies et des listes détaillées. Chaque pièce était étiquetée avec des points de couleur, vert pour à prendre, rouge pour à laisser. Les articles rouges étaient peu nombreux, le fauteuil de jeu de Julien, le lit escamotable et une lampe que Gabriella avait apportée de son ancien appartement. Nous commencerons par les gros meubles, a confirmé Marcus. Nous passerons ensuite aux boîtes. 3 heures, peut-être 4. Parfait. Je lui ai tendu une enveloppe. Le café et les pâtisseries sont dans le camion dehors pour votre équipe. Ils auront besoin d'énergie. L'ascenseur a commencé son rythme régulier. Montée à vide, descente pleine. Mon canapé modulable est parti le premier, celui que j'avais commandé spécialement d'Italie après avoir décroché le compte Morrison. Puis la table de la salle à manger où, quelques heures auparavant, Gabriella avait tenu salon avec les collègues de Julien. Chaque pièce qui disparaissait me donnait l'impression d'enlever une tumeur, nécessaire et attendue. Le bruit a finalement percé le calme du samedi matin. Leonardo est apparu le premier, traînant les pieds dans un pyjama en soie qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, les cheveux en désordre complet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des gens ici? Je déménage, ai-je dit simplement, cochant des articles sur ma liste alors que les déménageurs passaient devant nous avec ma bibliothèque. Gabriella a suggéré que je devrais partir d'ici le week-end. Tu te souviens? Je ne fais que suivre son conseil. Son visage a traversé une série d'expressions alors que son cerveau embrumé par la gueule de bois essayait de comprendre la scène.
Puis il les a vus emporter la télévision, l'OLED de 85 pouces que je m'étais offerte pour Noël, et quelque chose a finalement fait tilt. Attends. Tu ne peux pas prendre ça. On s'en sert. Vous vous servez de choses que j'ai payées, ai-je corrigé. Il y a une différence entre utiliser et posséder. L'entrée de Gabriella fut plus dramatique. Elle a surgi de ma chambre, leur chambre maintenant, apparemment, vêtue d'un peignoir en soie qui bâillait sur son ventre de femme enceinte, le visage tordu de rage. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vous ne pouvez pas faire ça. Marcus et son équipe n'ont même pas fait de pause. Ils avaient été bien informés de la possibilité de crise d'hystérie. Tu ne peux pas tout prendre, la voix de Gabriella a atteint une hauteur qui a fait grimacer plusieurs déménageurs. C'est de la folie. C'est du vol. J'ai sorti mon téléphone, glissant jusqu'au dossier que j'avais méticuleusement préparé. Voudrais-tu voir les reçus? Le canapé, acheté en mars 2021, payé avec mon compte professionnel. La table à manger, décembre 2020, ma prime annuelle. Les appareils de cuisine. Je les regardais avec le sourire le plus doux que je pouvais arborer. Tout est à moi, chaque pièce. Mais nous vivons ici, a-t-elle balbutié, regardant les déménageurs emballer mes œuvres d'art dans des couvertures de protection. Vous vivez dans un espace que je ne paie plus, ai-je clarifié. La façon dont vous choisissez de le meubler est votre problème. Julien est sorti le dernier, et sa vue m'a presque fait rire. Ses cheveux partaient dans tous les sens, la chemise de la veille mal boutonnée, son visage bouffi par le vin et le sommeil. Il a embrassé la scène du regard, le salon vide, les murs nus, sa sœur au bord des larmes, et son expression est passée de la confusion à la compréhension, et enfin à la panique. Rosalie, il faut qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle avant que tu ne me prennes en embuscade avec l'invasion de ta sœur. Cette fenêtre est fermée. Soyons raisonnables, a-t-il dit. La phrase qu'il utilisait toujours quand il voulait que je capitule. C'est extrême. Extrême? J'ai regardé les déménageurs passer devant nous avec notre cadre de lit. Le California King, où il avait fait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Extrême, c'était de me suggérer de déménager dans la chambre d'amis. Ceci est juste pratique. Où est-ce qu'on est censé dormir? Il avait l'air vraiment déconcerté, comme si les meubles apparaissaient par magie sans que quelqu'un ne les achète. Ça ressemble à un problème qui te concerne, Julien. Peut-être que le conseil créatif de Leonardo peut manifester une solution. Gabriella était passée aux larmes maintenant, sa main pressée sur son ventre dans ce geste protecteur qui avait fonctionné tant de fois auparavant. Comment peux-tu faire ça à une femme enceinte? À ta famille? Famille? Le mot avait un goût amer. La famille n'exile pas la famille dans des débarras. La famille ne planifie pas de coup d'état secret pendant 7 mois. La famille ne se traite pas comme des locataires indésirables dans leur propre maison. Marcus s'est approché, son expression soigneusement neutre. Mademoiselle Whitmore, nous avons presque terminé. Juste les articles de cuisine et le mobilier de votre bureau. Julien. Gabriella a attrapé le bras de son frère, sa voix urgente. Fais quelque chose. Appelle quelqu'un. Ça ne peut pas être légal. Oh, c'est tout à fait légal, ai-je dit, sortant la documentation que Rebecca avait préparée. Chaque article enlevé a été acheté par moi, avec mon argent, depuis mes comptes. Les reçus sont tous là. Voudriez-vous des copies pour vos dossiers? Les déménageurs étaient efficaces, systématiques, minutieux. Ma machine à café, celle que Gabriella utilisait chaque matin, a disparu dans une boîte. Le système domotique a été déconnecté, les laissant avec des interrupteurs de base et des commandes manuelles. Même le filtre à eau coûteux que j'avais installé, parti. Alors que les dernières boîtes étaient chargées, j'ai regardé autour du penthouse vide. L'espace paraissait immense sans meubles, creux et résonnant. Gabriella se tenait dans ce qui était autrefois notre salon, les larmes coulant sur son visage. Leonardo avait son téléphone à la main, essayant probablement de trouver comment présenter cela sur Instagram. Julien se tenait figé, encore en train de digérer. Encore une chose, ai-je dit, sortant le document final. Le bail. Je tenais le document du bail dans ma main, regardant le visage de Julien se vider de toute couleur alors qu'il reconnaissait l'entête de la société de gestion de notre immeuble. Ce bail est à mon nom seul, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines.
Tu as insisté là-dessus, tu te souviens? Pour protéger tes actifs de toute responsabilité professionnelle potentielle. La direction de l'immeuble a déjà été informée qu'à partir de lundi, vous serez en situation d'occupation illégale. Vous avez 48 heures. Les mots ont résonné dans le pantouse vide comme une condamnation à mort. La bouche de Julien s'est ouverte et fermée, aucun son en sortant. Gabriella serrait son ventre, mais même ce geste avait perdu son pouvoir. Leonardo se tenait figé, son téléphone toujours levé comme si documenter ce moment pouvait en changer la réalité. 48 heures? La voix de Gabriella s'est brisée. Mais où irons-nous? Ce n'est plus mon problème. Je me suis tourné vers la porte où Marcus attendait avec la feuille d'inventaire finale pour ma signature. Tu me voulais parti d'ici le week-end. Considère ton vœu exaucé. La descente en ascenseur ressemblait à une ascension de l'enfer vers la lumière du jour. Robert m'a tenu la porte du hall alors que je sortais pour la dernière fois en tant que Madame Whitmore, et je l'ai entendu murmurer « Bien joué, Madame ». Ma voiture était déjà chargée d'articles essentiels, de vêtements, de documents et des perles de ma grand-mère, encore chaudes contre ma gorge. Le trajet vers l'aéroport JFK a duré exactement 53 minutes, pendant lesquelles mon téléphone a sonné sans interruption. Je l'avais mis en silencieux, mais l'écran s'illuminait de nom en nom. Julien, Gabriella, Leonardo, puis, étonnamment, la mère de Julien, Eleanor. Eleanor Whitmore, la femme qui avait passé 7 ans à me traiter comme une intruse lors des dîners de famille, qui avait demandé à plusieurs reprises à Julien quand il allait trouver quelqu'un de plus convenable, cherchait soudainement désespérément à joindre la belle-fille peu convenable qu'elle n'avait jamais voulu. J'ai attendu d'être assise dans le salon de première classe, une coupe de champagne à la main, avant d'écouter les messages vocaux. Ils se sont déroulés comme une symphonie du désespoir, chaque mouvement plus frénétique que le précédent. Le premier message de Julien tentait l'autorité. Rosalie, c'est ridicule. Rappelle-moi immédiatement pour que nous puissions régler ça comme des adultes. Son 5e message avait viré à la supplication, s'il te plaît, nous devons parler. Tu ne peux pas nous laisser sans rien. C'est aussi ta maison. Les messages de Gabriella n'étaient que pure hystérie. Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Pense au bébé. Comment peux-tu être si sans cœur? Leonardo n'avait réussi à laisser qu'un seul message confus. Et, Rosalie, pourrais-tu au moins nous dire comment fonctionne la machine à café? On n'y arrive pas, mais le message d'Eleanor était le plus révélateur. Rosalie, ma chère, il semble y avoir un malentendu. Julien a besoin que tu sois raisonnable. La réputation de la famille est en jeu, rappelle-moi immédiatement. La réputation de la famille. Pas d'inquiétude pour mon bien-être, pas de reconnaissance de la trahison. Juste la crainte de ce que cela donnerait au country club. 3 heures après le début de mon vol vers Singapour, alors que j'étais quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, mon téléphone s'est connecté au Wi-Fi de l'avion et les messages ont repris avec une intensité renouvelée. Mais c'est l'appel de Gabriella, le lundi matin, qui m'a procuré le plus de satisfaction. J'étais en train de m'installer dans mon nouvel appartement, la lumière du soleil inondant les baies vitrées donnant sur Marina Bay, lorsque son numéro est apparu sur mon écran. Cette fois, j'ai répondu. Julien a dit que tu avais un fonds en fiducie, a-t-elle sangloté sans préambule. Il a dit qu'il y avait de l'argent d'héritage, de l'argent de famille que tu cachais. Où est-il, Rosalie? Nous en avons besoin. J'ai posé mon café, fait avec une simple machine qui ne nécessitait pas un diplôme d'ingénieur pour fonctionner, et j'ai laissé ces mots flotter entre les continents. Gabriella, il n'y a pas de fonds en fiducie. Il n'y en a jamais eu. Tu mens. Sa voix est montée d'un ton, le désespoir la rendant stridente. Julien a dit que ton père avait laissé de l'argent. Il a dit que tu avais des investissements, des comptes cachés. Mon père a laissé des factures médicales et une police d'assurance vie de 50 000 $ qui a à peine couvert ses dernières dépenses, ai-je dit calmement. Chaque centime sur lequel vous avez vécu, chaque meuble que vous avez utilisé, chaque luxe dont vous avez profité, tout venait de mon cabinet de conseil. L'entreprise que Julien appelait mon petit passe-temps lors des dîners. Silence. Puis, mais Julien a promis, il a dit qu'une fois que tu serais parti, nous aurions accès à de l'argent qui n'a jamais existé, ai-je terminé. Il t'a menti, Gabriella. Ou peut-être qu'il s'est menti à lui-même si complètement qu'il y a cru. Quoi qu'il en soit, tu as été escroqué par ton propre frère. Le son qu'elle a émis n'était pas tout à fait un pleur, pas tout à fait un cri,
quelque chose de primal et de vaincu. Nous n'avons rien. Nous n'avons nulle part où aller. Le propriétaire nous a mis dehors ce matin. Les cartes de crédit de Julien ne fonctionnent pas. Nous sommes assis dans la voiture de Leonardo avec nos valises. Ça semble difficile, ai-je dit, me surprenant de l'absence de satisfaction que je m'attendais à ressentir. À la place, il y avait juste du vide, un creux là où mon mariage avait vécu. Mardi, l'effondrement complet avait commencé. Sarah, mon fidèle réseau de renseignements, m'a appelé avec des mises à jour. Julien avait été contraint d'expliquer à ses collègues pourquoi il avait soudainement perdu son adresse prestigieuse. L'histoire s'est répandue dans son cabinet comme une traînée de poudre, comment il avait essayé de voler la maison de sa femme qui réussissait et s'était retrouvé sans abri. Les Preston, dont le dîner avait été l'humiliation finale, étaient particulièrement virulents dans leur désapprobation. Mitchell, ce nouvel associé que Julien essayait d'impressionner. Il le raconte à tout le monde, a rapporté Sarah avec une joie à peine dissimulée. Tout le cabinet sait que Julien était essentiellement un homme entretenu qui a mordu la main qui le nourrissait. Gabriella et Leonardo avaient trouvé un logement d'urgence dans un 2 pièces dans le Queens, bien loin du penthouse de Manhattan qu'elle avait réquisitionné. Son Instagram était devenu sombre. Le style de vie soigneusement organisé qu'elle avait documenté était maintenant impossible à maintenir. La chambre de bébé qu'elle avait planifiée dans ma chambre serait maintenant un coin d'un espace exigu qui sentait probablement la cuisine des autres et avait des fenêtres donnant sur un mur de briques. Julien était retourné vivre chez ses parents dans le Connecticut. Un homme de 43 ans retournant dans sa chambre d'enfant avec rien d'autre que de la fierté blessée et des promesses vides. Eleanor, j'ai appris par des connaissances communes, était mortifiée. Son fils architecte à succès réduit à un conte moral sur la cupidité et l'ingratitude. Mercredi soir, heure de Singapour, j'ai finalement appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie, comme si elle attendait près du téléphone depuis que j'avais quitté New York. « Dis-moi que tu es en sécurité », a-t-elle dit sans préambule. « Je suis en sécurité, maman. Je suis à Singapour. J'ai eu le travail, l'appartement, tout. » Le silence à l'autre bout du fil a duré un moment avant que ma mère n'expire, un son qui portait cette décennie de sagesse et d'inquiétude. « Bien », a-t-elle finalement dit. « Et Julien, la famille ? » « Il se débrouille, ai-je répondu, ce qui était généreux compte tenu de ce que je savais de leur situation. 3 mois s'étaient écoulés depuis cet exode du samedi matin, et Singapour était devenu plus qu'une simple évasion. C'était devenu ma maison. Mon bureau chez Thornfield International occupait un coin du 32e étage avec des fenêtres s'étendant du sol au plafond, révélant une vue sur Marina Bay qui me faisait encore faire une pause pendant les conférences téléphoniques. L'espace était à moi pour le concevoir, et j'avais choisi des lignes épurées, des bois chauds et une seule œuvre d'art. Une peinture d'un artiste local qui me rappelait les nouveaux départs. Mon équipe de 30 professionnels me traitait avec le genre de respect dont j'avais oublié l'existence. Ils m'appelaient Mademoiselle Whitmore, non pas parce que le protocole l'exigeait, mais parce qu'ils appréciaient sincèrement mon expertise. Pendant les réunions, quand je parlais, les gens prenaient des notes. Quand je suggérais des stratégies, elles étaient mises en œuvre. Il n'y avait pas de sap subtil, pas de commentaires chuchotés sur les femmes agressives. Pas besoin d'adoucir ma compétence pour protéger des égos fragiles. L'appartement que la société de Marcus Thornfield m'avait fourni dépassait toutes les attentes. 23e étage, 2 chambres, bien que je vive seul. Une cuisine où je cuisinais ce que je voulais sans commentaire. Et un salon que j'avais meublé exactement à mon goût. Pas de décision de comité, pas de négociation sur les palettes de couleurs, pas de justification pour ma préférence pour le moderne plutôt que le traditionnel. Chaque matin, je me réveillais avec la lumière du soleil se reflétant sur la baie, je faisais du café dans un silence paisible et je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le contentement. Mon téléphone a sonné avec une notification de mail. L'expéditeur m'a fait marquer une pause. Julien Whitmore. La ligne d'objet disait, s'il te plaît, lis, important. J'ai failli le supprimer immédiatement, mais la curiosité l'a emporté. 6 pages de texte dense ont rempli mon écran. Un manifeste décousu de regrets, d'apitoiement et de manipulation transparente. J'ai suivi une thérapie, écrivait-il, comme si 2 mois de conseils pouvaient annuler 7 ans de dénigrement. Je comprends maintenant comment je t'ai manqué de respect. Comment j'ai laissé la dynamique familiale obscurcir mon jugement. Nous avions quelque chose de spécial, Rosalie. Nous pourrions retrouver cela.
L'illusion était à couper le souffle. Il écrivait sur nos débuts, omettant commodément son besoin constant d'être le plus réussi, son sabotage subtil de mes ambitions, le traitement de sa famille envers moi comme une étrangère. Il a mentionné la thérapie de couple, les ateliers de communication, a même suggéré que je pourrais garder mon travail à Singapour et faire la navette. La logistique seule était risible. Des vols de 15 heures pour un mariage qui était mort bien avant l'arrivée de Gabriella. Je sais que tu es en colère, lisez un paragraphe. Mais la colère s'estompe. L'amour reste. L'amour. Il avait choisi sa sœur plutôt que sa femme. Conspirer pour voler ma maison. Essayer de vider mes comptes en banque. Et maintenant, il parlait d'amour comme s'il comprenait le concept. J'ai transféré tout le message à Rebecca, mon avocate, avec une seule ligne. Veuillez ajouter au dossier de harcèlement. Aucune réponse nécessaire. Le reste de l'histoire m'est parvenu par les réseaux professionnels et les rapports de renseignements détaillés de Sarah. Gabriella avait accouché d'une petite fille en bonne santé il y a 2 semaines. L'annonce sur Instagram était laconique. Une seule photo dans ce qui était clairement un appartement exigu. Pas de chambre de bébé de créateur, pas de photographie professionnelle. La légende disait simplement « Bienvenue au monde, Isabella ». La section des commentaires, a noté Sarah avec satisfaction, était remarquablement mince. La foule mondaine était passée à des scandales plus frais. Leonardo, selon LinkedIn, était maintenant consultant créatif indépendant, ce qui se traduisait par chômeur mais refusant de l'admettre. Sa dernière publication sur de nouvelles entreprises passionnantes avait 3 j'aime, tous de membres de sa famille. La vidéo de Smoothie qui avait fait sa renommée était si profondément enfouie dans son profil que les nouveaux visiteurs ne la trouveraient jamais. Mais la chute de Julian avait été la plus complète. Preston & Associates avait mené une restructuration qui avait éliminé son poste. Le jargon d'entreprise pour « Votre scandale nous a embarrassés et vous devez partir ». Il avait mis à jour son LinkedIn pour « En recherche de nouvelles opportunités », mais la réputation d'un architecte était tout. Qui embaucherait un architecte qui avait tenté de concevoir l'expulsion de sa propre femme de sa maison? Sarah a appelé un soir alors que je préparais le dîner. Des pâtes simples que je pouvais faire exactement comme je les aimais, sans que personne ne se plaigne de l'ail ou ne suggère des améliorations. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu à Whole Foods, a-t-elle dit sans préambule. Eleanor Whitmore, achetant des marques génériques et ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Julian vivait avec ses parents, un homme qui avait passé des années à cultiver une image de succès, maintenant dépendant de la charité de parents qui s'attendaient à ce qu'il soit leur plan de retraite, et non l'inverse. Et écoute ça, a continué Sarah. Margaret Wheeler m'a dit que Gabriella avait postulé pour un emploi chez Nordstrom, dans la vente, à temps plein. Tu imagines? La femme qui agissait comme si le travail était en dessous d'elle, pliant des vêtements pour des femmes qui assistaient autrefois à ses fêtes. J'ai remué mes pattes, ressentant une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pas de la satisfaction exactement, ni de la pitié. Quelque chose de plus complexe, comme regarder un bâtiment dans lequel on a vécu être démoli. Nécessaire, mais teinté du souvenir de ce qu'il a signifié. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis tenu sur mon balcon, surplombant l'horizon de Singapour. La ville pulsait de vie en contrebas, un endroit où personne ne me connaissait comme Madame Whitmore, où mon succès n'était pas menaçant, où je pouvais construire quelque chose d'entièrement mien. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Ta grand-mère serait fière. Tu n'as pas seulement quitté une mauvaise situation. Tu as construit quelque chose de mieux. Elle avait raison. Ils m'avaient voulu parti, effacé de leur tableau comme un détail gênant. Mais en m'enlevant, ils avaient enlevé la fondation sur laquelle tout le reste reposait. Je ne les avais pas détruits. J'avais simplement cessé de les soutenir. Les larmes qui sont venues alors n'étaient pas pour Julian, pour le mariage qui était mort, ou même pour les années que j'avais perdues à essayer de me faire plus petite. C'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance, de compréhension finale que s'en aller n'était pas abandonné. C'était la plus grande victoire de toutes. Si cette histoire de vengeance calculée a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Rosalie a révélé que le bail était à son nom seul, en regardant leur visage réaliser que le fonds en fiducie n'avait jamais existé. Quel a été votre moment de justice préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de trahison et de triomphe. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.